Vous écoutez l'affaire Yvan Keller, deuxième partie. On s'aperçoit que c'était une personne qui fréquente, dans les années 90 surtout, beaucoup les casinos. Gilles Poirier, ancien enquêteur de la police judiciaire de Mulhouse. Les casinos en France, en Allemagne, les PMU, mais qui peut jouer des sommes énormes. C'était un joueur, il jouait au tiercé dans les bistrots à Mulhouse. Jean-Marie Sturkel, ancien journaliste à l'Alsace. Et il allait aussi sur les champs de course. Le Keller des années 90 était capable de dépenser 8 000 € pour parier sur un cheval. Il a un style de vie où il faut de l'argent. On s'aperçoit qu'il visite des palaces. On peut citer la Tour d'Argent, où il va manger avec sa compagne. Le Ritz. Une année, on s'aperçoit qu'il va le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Chaque mois, ils vont là-bas. Il y a effectivement eu des périodes où il menait un peu la grande vie. Se faire une petite virée à Paris et se faire un week-end, grand hôtel et grand resto. Grégory Lobjoie, journaliste à l'Alsace. Bourlinguer à droite à gauche, dans des endroits un peu luxueux, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est peut-être pas donné non plus aux joueurs de PMU. On s'aperçoit quand même que ce sont des gens avec sa concubine qui vont en vacances dans des pays étrangers. Il va à Cuba, il va en Autriche, il voyage régulièrement. Il aime ça. Bon, ce sont quand même des dépenses importantes qui ne correspondent pas avec les recherches financières qui ont été faites auprès de sa société. Donc il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Et il vient pas de ces tailles d'arbres ou ces tailles de haies. Il y a forcément une arrivée d'argent qui est une arrivée d'argent frauduleuse. Les cambriolages collent. Mais on n'établit rien qui vienne confirmer de manière certaine que c'est le personnage qu'on nous a décrit. Mathieu Bonduel, juge d'instruction en charge de l'affaire de 2004 à 2007. Ça colle un peu avec son parcours judiciaire. Maintenant, ça reste quand même sujet à caution. Il faut bien reconnaître qu'au niveau hiérarchique, on nous a laissé nous débrouiller un peu tout seul, quoi. Denis Masson, ancien enquêteur de la brigade criminelle de Mulhouse. Néanmoins, on a continué à chercher d'autres victimes. C'est un travail un peu d'archéologie qu'il faut faire, en recoupant des vols avec des morts suspectes dans des zones données, et voir si c'est susceptible de confirmer finalement les informations qu'on a au départ. Malheureusement, ce genre de recherche, c'est très long, très fastidieux. Sollicitation des mairies, prendre la liste et puis épluchage systématique aux archives. En faisant de telles recherches, on espérait toujours qu'il y aurait eu soit un petit signalement de la famille, un petit début d'enquête, ou une trace même infime, quoi. C'est compliqué, vraiment, c'est un travail de fourmi. Comment aller retrouver des morts qui, au départ, ne sont que des morts qualifiées de naturelles? On a des enquêtes qui, parfois, n'existent pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des décès sans enquête. On a des enquêtes très courtes. On a des certificats médicaux où on n'en a pas. Et donc, tout ça est assez fragile. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'on ne doit pas prévenir l'éventuel auteur des faits, ni ses complices. Donc, l'enquête ne peut être faite que par des recherches administratives. On n'a pas, par définition, de téléphonie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas géolocaliser Yvan Keller rétrospectivement dans les années 90, on ne peut pas savoir où il se trouvait à tel moment de sa vie. Petit à petit, on commence à empiler les témoignages, les affaires qui pourraient un petit peu ressembler. C'est un travail titanesque. Donc là, je suis retourné aux archives où j'ai trouvé un début d'enquête. Une femme de 77 ans avait été retrouvée par son petit-fils qui lui rendait visite tous les jours. Toujours dans la même position, donc sur le dos, les bras allongés, le drap très bien bordé. Second truc qui l'a quand même intrigué, c'est que sa grand-mère avait son dentier, alors qu'elle l'enlevait tous les jours avant d'aller au lit. Et ce dentier était donc partiellement de travers, avec la présence de 2 petits hématomes au niveau des lèvres. Le médecin donc, l'a rassuré, il lui dit non, c'est une mort naturelle. Et pendant 1 mois, ça l'a travaillé, jusqu'au moment où il est venu au commissariat pour nous déclarer ces faits. Bon, 1 mois après, plus de corps, plus de traces, plus d'indices, l'enquête n'a pas abouti. Mais pour moi, là, j'avais une 4e victime. C'était tout à fait inespéré. Mais cette chance ne s'est pas renouvelée, malheureusement.
Nous étions dans une impasse, hein, on ne trouvait pas de nouvelles victimes, malgré des recherches très, très importantes. Donc j'ai demandé aux collègues qui avaient eu les confidences donc en 93 de cet individu prénommé François, s'ils pouvaient me mettre en relation avec lui. Donc il nous a arrangé un rendez-vous dans un café à Cernay. Bon, il savait que nous étions policiers de Mulhouse, mais c'est tout. Il commence à parler, se vanter qu'il est un informateur de la police, de la gendarmerie, que grâce à lui, des dizaines de délinquants ont été interpellés, sans qu'on lui pose aucune question. Et voilà. Je connais même un meurtrier, Keller-Yvan, il a tué plein de femmes âgées. J'en ai déjà parlé à plein de monde, mais personne ne veut me croire, personne... Bah écoute... T'as trouvé, hein, t'as trouvé tes hommes, ils sont devant toi, tu nous donnes des éléments et on gratte. Et là, à notre grande stupéfaction, il dit, écoutez, je peux vous donner les adresses. Sur Mulhouse et Wittenheim, je connais les personnes qui sont mortes. Waouh. Bon, on n'a pas manifesté notre joie, mais c'est vrai que là, on a été soufflés, quoi. Hein. Keller avait demandé à François s'il connaissait des personnes âgées, vivant seules, susceptibles de posséder des économies dans une armoire. Et François avait renseigné Yvan Keller sur notamment des amis de sa mère. Maître Thomas Vetterer, avocat de François. François, sans aucun problème, accepte d'accompagner Yvan Keller en le conduisant. Il précise également qu'il avait fait le guet lors de ces 3 opérations. Et qu'en retour pour ses cambriolages, Keller-Yvan lui avait donné 2000 francs. Quand Yvan Keller revient de son forfait, François ne lui pose aucune question, ils repartent tous les deux, et le lendemain, le surlendemain, François apprend que la personne chez qui le cambriolage a eu lieu est en réalité décédée. Et c'est là qu'il comprend. Et François donne aux policiers auxquels il dénonce Yvan Keller la raison suivante. C'était des amis de ma mère habitait pas très loin, j'avais peur qu'à un moment donné, Yvan s'en prenne à ma mère. Nous, on était très surpris, parce qu'on s'est dit, attends, mais il est bête, c'est lui qui désigne, il l'emmène sur place, il fait le guet, il est complice, il se dénonce en tant que complice. Mais pour lui, non. Les révélations qu'il fait ne le rendent pas complice d'un meurtre. Ça fait de lui quelqu'un qui a participé à ce qu'il pensait être un cambriolage. C'est pas du tout la même chose. Ces 3 meurtres, celui de Mulhouse et de Wittenheim, ont été commis en l'espace d'1 mois, fin 91. Donc on a pu faire des vérifications, hein. On a retrouvé des personnes qui avaient découvert les corps, et à chaque fois, exactement la même position du corps. Toujours, 3 fois. Donc 3 nouvelles victimes. Nous étions absolument convaincus qu'on avait affaire à un meurtrier qui avait commis au moins 7 meurtres. Donc nous, on était plus que convaincus que c'était bon, quoi. On fait le constat au bout d'un moment qu'on n'ira pas beaucoup plus loin sans les déclarations de Keller lui-même et de son cercle proche. Donc il faut y aller maintenant. Le 20 septembre 2006, il lance une opération de grande ampleur. L'arrestation de Keller, de ses éventuels complices et de ses proches. Donc nous avons défini 18 objectifs. L'objectif principal, Keller-Yvan, je l'ai confié à Gilles Poirier parce que c'était lui qui avait le plus de compétences pour le faire. Nous nous mettons en place à 6h du matin. Nous attendons, nous savons en général que Keller part vers 8-9 heures au travail. Effectivement, vers 9 heures, il sort de la maison. Nous l'interpellons. Et puis nous déclarons qu'il est mis en garde à vue et que nous allons faire une perquisition chez lui et dans son garage. Il n'a pas été du tout vindicatif, il ne s'est pas rebellé, rien du tout. Il a suivi la procédure tranquille. Nous allons voir qu'il y a beaucoup d'objets anciens, des vases, des choses comme ça qui peuvent venir éventuellement de cambriolage. Nous trouvons aussi des factures, des passages dans des endroits luxueux aussi, nous retrouvons ça. Donc après, nous interpellons sa concubine qui est au domicile. Et après, donc, nous revenons au service pour la première audition. On a 48 heures et c'est tout. Donc là, on sait qu'on va avoir une garde à vue alors relativement courte.
On sait très bien que la tâche sera dure, mais on a quand même beaucoup de choses. Et puis bon, il y a des choses qui vont peut-être bouger aussi pendant les heures de garde à vue, les heures d'interrogatoire des autres personnages qui l'ont côtoyé à l'époque. En espérant que les déclarations des uns permettent de débloquer peut-être celles des autres et d'éclairer en tout cas les éléments qu'on avait. Et la surprise est venue de la petite amie de l'époque de Keller-Yvan. Marina a avoué un fait qui nous était inconnu jusqu'à présent. Elle nous a donné des détails assez précis, donc elle l'a reconnu avoir été présente sur les lieux où une personne âgée avait été endormie. On parlait que de personnes endormies. C'est le terme qu'ils employaient. Tout le monde savait de quoi on parlait. Pour nous, c'est une 8e victime qui apparaissait. Bon, naturellement, Keller, on sait que c'est quelqu'un qui connaît la chanson. Il sait très bien comment ça se passe. Il n'a rien à dire. Il n'a rien fait, il sait rien, et de toute façon, il parlera pas. Il ressort de l'enquête et des témoignages que des cambriolages auxquels vous auriez participé se sont mal terminés, notamment par la mort de la victime du cambriolage. Qu'avez-vous à répondre ? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne fais rien. Je n'ai pas de réponse. Naturellement, il nie avoir commis des faits graves, ou des faits de cambriolage, ou de violence, ou de meurtre. Bon, je pense qu'il n'est pas très serein. Il apprend aussi que d'autres personnes ont été mises en garde à vue, donc il sait que c'est chaud. Ça, c'est la première journée. Et le jeudi, en fin d'après-midi, on a passé les 24 heures. Il y a la fatigue qui se met aussi en place. Il sent qu'il est acculé. Mais il reste toujours calme. Il dit, bon, maintenant, c'est bon. Il me dit, purée de patates, c'est bon. J'ai compris. Je vais parler. Je vais vous expliquer. Et c'est là qu'il dit, mais attendez, ma concubine, elle a participé à aucun des faits. Donc je voudrais quand même qu'elle soit préservée. Qu'elle puisse au moins déménager de Mulhouse parce qu'elle sera embêtée par la presse ou par les curieux. Moi, spontanément, je lui ai dit, mais bon, ta concubine, pour l'instant, il n'y a aucun élément contre elle et tout. Je vois pas pourquoi elle ne pourrait pas déménager. Et puis il dit oui, puis en prison, je veux être tout seul aussi. Parce que sinon, il y en a qui vont me reprocher les meurtres. J'ai tué plein de gens et tout, et je veux pas qu'il y ait conflit. Et sinon, je me bagarre, moi, je me laisse pas faire. Donc je dis, attends, on arrête. Je préviens le magistrat instructeur, M. Bonduel. Alors, je me souviens très bien du coup de fil pour m'informer que Yvan Keller passait aux aveux. Je vois encore un peu la scène, forcément. C'est des moments qui marquent un peu dans une vie professionnelle. J'avais aucun mal à faire droit, si j'ose dire, à cette demande. Et en plus, ça aurait pu bloquer les déclarations que lui souhaitait faire. Donc, on a levé la garde à vue de sa concubine. Yvan Keller, à partir du moment où lui avait décidé de dire « Ok, on y va, je dis les choses », il va sortir des choses juste hallucinantes. Il dit oui, effectivement, j'ai commis des cambriolages et il y a des personnes qui ont été endormies. Et puis Keller commence à nous parler des affaires du Burnopt, où il nous donne des détails. Et donc, il avoue avoir tué ces 3 femmes chez elle. Il décrit sa participation, son application. Il dit où il a garé sa voiture. Il dit comment sont les maisons. Il explique comment il a fait. Keller, c'est un technicien. Froid. Donc il planifie. Claire Cornu, journaliste. Il sait quel type de maison il va visiter, quel type de personne il va trouver. Il nous dit, voilà, d'abord, les maisons qui sont anciennes, où le crépi n'est parfait, où il dit là souvent, il y a des gens, personnes âgées, tout ça, ils ont de l'argent, ils ont un petit magot à la maison. Donc là, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose. Il dit, moi, quand je rentrais dans une maison, je sentais qu'il y avait de l'argent. Et il fallait fouiller. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je les endorme. La première chose qu'il fait, en fait, une fois qu'il est rentré, c'est d'aller tuer. À aucun moment, il a un remords. Non, jamais. Pour lui, c'est systématique, c'est automatique, parce qu'il veut être tranquille. C'est un pragmatique. Il est comme ça. C'est pour ça qu'il remettait les draps, qu'il mettait la personne droit dans le lit. Plein de détails pour éviter qu'il y ait une enquête. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il continue à travailler comme ça, mais très longtemps, jusqu'aux années 2000. S'il trouve le magot la première fois, il arrête. S'il trouve pas tout de suite, il en refait 2-3 dans la même nuit. Il dit, je pouvais gagner jusqu'à 400-500 000 francs par mois. En fait, grâce à mes cambriolages. Yvan a également évoqué d'autres dossiers qui nous étaient inconnus. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'on arrivait sur un truc qui pouvait être énorme. Avec nos 7 victimes identifiées, on était très certainement très très loin du compte. Je lui ai demandé
l'ampleur des faits commis. Il m'a dit, mais moi, je ne peux pas vous chiffrer comme ça. J'ai été en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. J'en ai commis, je sais pas, moi, 100, 150. Et alors là, j'ai pareil, il tombe des nues, quoi. Enfin, on est plus du tout sur la même importance de dossier. C'est sûr que, en tant qu'enquêteur, on se dit qu'on est devant quand même un phénomène qu'on n'a pas tous les jours. Keller ne se vante jamais. Et quand il nous dit ça, je pense qu'il faut le croire. Moi, personnellement, ce chiffre donc me paraît dans les normes. Il savait de toute manière que ce soit pour 10 meurtres, 20 meurtres, 30, pour lui c'était fini, quoi. Et donc là, il était prêt à coopérer. Il a dit maintenant, je vais m'expliquer devant le magistrat et puis après on pourra travailler ensemble et je vous montrerai, avec des cartes routières, avec des choses comme ça, je pourrai essayer de vous retrouver tous les faits commis pendant toutes ces années. Il est ouvert, il est très ouvert. Donc, l'affaire est dans le sac pour les enquêteurs, c'est formidable. Bon, tout de suite, j'ai été retrouver Gilles, et puis voilà, et puis on a parlé, c'était le bonheur le plus total. Hein. Yvan Keller est présenté le lendemain de sa garde à vue au tribunal de grande instance de Mulhouse, devant le magistrat instructeur. Quand il est arrivé dans mon bureau, il y a un petit effet de sidération parce qu'il vient de reconnaître des faits extrêmement graves. Dans ces cas-là, on se demande jusqu'où la personne dit la vérité. Je lui ai posé un certain nombre de questions. Mon objectif, c'était de revenir sur ses aveux pour vérifier s'il les maintenait, donc pour les confirmer et pour essayer de les préciser. Les confirmer, ça n'a pas été une difficulté. Les préciser, c'était déjà un peu plus compliqué. Mais il reconnaissait lui-même d'autres homicides, sans pouvoir être plus précis pour l'instant et en me disant qu'on pourrait préciser les choses au fur et à mesure. Il me disait, on ira dans les villages, il faudra que... Parce que moi, je me souviens pas de tout, il faudrait que je voie les maisons, et ça, sans doute, ça me rappellera des choses. Il semblait assez coopératif, on va dire. C'est sur la fin de l'interrogatoire qu'il s'est un petit peu rigidifié parce que il m'a dit qu'un contrat, c'est le mot qu'il a utilisé, avait été passé avec les policiers concernant sa concubine. Il avait une deuxième revendication qui était qu'il voulait être à l'isolement. Et là, il y a un couac. On peut éventuellement lui promettre d'avoir une cellule en isolement ou des choses comme ça. Ça, oui, on peut. Mais après, s'occuper de sa copine, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Je voyais mal, juridiquement, comment on allait pouvoir protéger sa concubine. Donc je lui ai expliqué que je pouvais rien lui promettre si j'étais honnête avec lui et qu'en revanche, je m'engageais à faire le point sur cette situation le plus vite possible. Mais il était contrarié, on va dire, par le déroulement des événements. C'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Pour lui, c'est comme ça que ça doit se passer. On lui a fait des promesses. C'est Séverine d'abord, et après il parle. Tout se passait comme si, peut-être, il était en train de regretter un peu les aveux qu'il avait passés et confirmés. Et là, tout à coup, il nous explique qu'il se rétracte. Bon, donc il refuse de signer le PV, on s'arrête, et à ce moment-là, il doit regagner les cellules qui sont dans le sous-sol du tribunal. Je me rappelle que ce matin-là, c'était un défilé constant dans mon bureau pour me féliciter, quoi. Denis Masson, ancien enquêteur de la brigade criminelle de Mulhouse. Tout le monde était super heureux. Jusqu'au moment où j'ai reçu un appel téléphonique. Coup de tonnerre. Yvan Keller est mort dans sa geôle. Il s'est pendu. Je dois bien dire que pour moi, le monde s'est écroulé, quoi. C'était vraiment terrible. Terrible d'apprendre ça. C'était un déluge dans la tête, là. Gilles Poirier, ancien enquêteur de la police judiciaire de Mulhouse. Ça nous a scotché tellement. Je suis abasourdi. Enfin, T'arrives au sommet de la montagne et puis tu dégringoles tout aussi vite, quoi. Enfin, non, tu mets 3 ans pour atteindre le sommet et puis voilà, en une seconde, t'es par terre. C'est un coup de massue. C'est un coup de massue parce que il y avait tellement de choses à faire. Un gros papier sort le samedi matin, et là, c'est l'enchaînement. Stupéfiante affaire à Mulhouse. Un homme s'est pendu hier après-midi dans les geôles du tribunal après avoir avoué plusieurs meurtres de personnes âgées. Beaucoup de questions, beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire.
Quand on l'apprend le 24 septembre, c'est l'anniversaire de mon père, on se trouve à Burnopt. Nicolas Reuchlin, petit-fils d'Augusta Wasmer. Ma mère me présente l'article et me dit « Écoute Nicolas, tu avais raison. En fin de compte, le doute, il n'y a plus de doute. Ta grand-mère a été assassinée. La photo est dans l'article de journal. » C'est quelque chose de brutal, c'est pour moi quelque chose de douloureux. Et de l'apprendre de cette manière, c'est quelque chose pour moi que je ne peux pas excuser. C'est un choc épouvantable pour les parties civiles. Maître Thierry Moser, avocat d'une famille de victimes. Qui prennent conscience que le décès survenu plus de 10 ans plus tôt n'avait pas une origine naturelle, mais une origine criminelle. Et en même temps, ils apprennent que celui qui a avoué le crime quelques instants avant son suicide se soustrait à l'action de la justice. Donc une double frustration, un double chagrin, une double souffrance. La mort d'Ivan Keller entraîne automatiquement l'extinction de l'action publique. Pour les proches des victimes, cela s'apparente à un déni de justice. Certaines familles ne veulent pas en rester là. Elles demandent à ce que les enquêteurs continuent leur travail. L'enjeu, c'était de dire, mais attendez, c'est pas parce qu'il est mort qu'on peut pas continuer, il y a des gens qui veulent avoir des réponses. Pour les familles de victimes, il n'y a rien de pire que le suicide de l'auteur des faits. C'est quasiment ce qui peut arriver de pire. On reconnaît le statut de criminel. Vous allez maintenant sur Wikipédia, vous prenez maintenant Ivan Keller, vous avez un profil. C'est même une gloire qu'on essaye de lui faire. Mais les victimes, elles sont où ? Où elles sont ces vieilles dames qui sont mortes toutes seules chez elles, dans la nuit, dans la peur. Mais rendez-vous compte, mais on a fait quoi ? Et ces gens-là, ils n'ont pas le droit à une justice ? À partir du moment où Ivan Keller se suicide, ou l'action publique s'éteint, vous n'avez malheureusement plus aucun moyen d'arriver au bout de ce dossier. La justice estime n'avoir pas assez d'éléments pour poursuivre le frère d'Ivan Keller, la première compagne du tueur en série et l'une de ses connaissances. Ces trois proches d'Ivan Keller sont donc innocentés, une déception pour les familles des victimes. Le non-lieu, il est logique. Ça ne veut pas dire qu'il est acceptable pour les familles de victimes. En fin de compte, les gens qui ont profité des crimes et qui ont profité de l'argent, ils sont toujours dehors. Ça laisse un goût amer de ne pas pouvoir aller plus loin, ça c'est sûr. Mathieu Bonduel, juge d'instruction en charge de l'affaire de 2004 à 2007. C'est une frustration pour tout le monde, quoi, hein. D'abord pour les victimes, mais aussi pour le juge que je suis. Je pense que tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier l'ont fait avec beaucoup de conscience, beaucoup de détermination. Une enquête comme celle-ci, c'est le rêve de tout enquêteur. Et par la suite, c'est un gâchis terrible, un fiasco. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui est arrivé. Des relations que moi j'ai vécues avec ma grand-mère, je pense que très peu en ont vécu. Nicolas Reuchlin, petit-fils d'Augusta Wasmer. Et ça, je le dis maintenant, j'aimerais même encore plus sourire parce que c'est vraiment ce souvenir-là qui me tient à cœur. C'est des années de bonheur, c'est 19 ans de bonheur, je veux dire. Et elle, on va dire, c'était un bonheur partagé. Avant de se donner la mort, Ivan Keller a déclaré avoir tué 150 personnes. Il a été officiellement mis en cause par la police dans 23 meurtres et au dernier des comptes, il est soupçonné d'avoir tué au moins 40 femmes. On ne saura jamais s'il était le tueur du siècle ou simplement un mythomane. Le tueur à l'oreiller a emporté ses secrets dans sa tombe. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.